poste transformateur de la procure de Douala est en feu. C'est le grand bruit qui a résonné ici quelques minutes plus tôt qui a attiré l'attention du voisinage. Les flammes commencent à se propager à travers les câbles électriques, mais sont stoppées net grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Une interruption de l'énergie électrique dans ce secteur du quartier Aqua a été indispensable à la réussite de l'opération. C'est une panne qui signale depuis fort longtemps, 2 mois ou 3 mois passés, puisque ça se reflète sur le poteau de Activa. Donc il y a des étincelles de jour en jour qui s'éclatent quand il pleut. Aujourd'hui là, c'est juste un bruit énorme qui a répercuté sur le compteur des gens et sur les transformateurs qui sont tout autour de la procure. Donc c'est une explosion énorme. Et ce n'est pas une panne d'aujourd'hui, ce n'est pas une panne d'aujourd'hui. On va paniquer tout le monde qui était autour a paniqué, puisque ce n'est pas un petit bruit, c'est un bruit qui a été lecteur à toute la circonférence de la procure autour des voisins. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Aucun dégât matériel en dehors du poste transformateur qui doit impérativement être remplacé. Le voisinage a dû attendre plusieurs heures pour le retour de l'énergie électrique. Les habitants du quartier Treuvelas, dans le 2e arrondissement de Bamenda, n'ont pas eu le sommeil tranquille la nuit du mercredi 2 mai, suite à des coups de feu après une attaque à la station-service sur la route qui mène vers Bali, Batibo, Midikoum et Manfé. 2 hommes armés y ont fait irruption vers 20h10, arrosant la station avec du carburant prêt à l'incendier et détruisant au passage les pare-brises d'au moins 5 véhicules. Ces 3 véhicules de couleur vert prenaient déjà le feu avant l'intervention des hommes de bonne volonté. J'ai vu beaucoup de flammes dans le conteneur d'à côté. A priori, je ne connaissais pas l'origine des flammes. Même les bureaux ont failli être brûlés. Les vitres du bureau ont été criblées de balles. Et ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois, des hommes armés avaient tiré sur les pompes de cette même station-service, détruisant 3 d'entre elles. En moyenne, par semaine, 2 journalistes sont tués dans le monde. Pour l'année en cours, 32 journalistes et personnels des médias ont été déjà tués. Des statistiques lourdes qui amènent la Fédération internationale des journalistes à exhorter les gouvernements du monde entier à soutenir une proposition de convention révolutionnaire sur la protection des journalistes. Pour le SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, réuni dans le cadre de la 2e édition des universités du SNJC, une déclaration s'impose. Nous disons non au journalisme à gage, nous disons non au journalisme de la division, nous disons non au journalisme de la haine, nous disons oui à l'assainissement des métiers et de la profession, mais nous disons que cet assainissement doit se faire dans les normes internationales de l'OIT, c'est-à-dire les normes sur les bases tripartites. On ne peut donc pas continuer à nous entourer des appendices de certaines institutions qui n'ont aucune légitimité et qui veulent parler ou assainir la presse camerounaise. Là où des journalistes travaillent dans la peur, il n'y a pas de liberté de la presse. Au-delà des différents exposés et ateliers autour de la structuration du syndicat, de la profession et la déontologie, le syndicat national des journalistes du Cameroun, à travers son secrétaire général, structure l'environnement des métiers de la communication de masse au Cameroun. En cohésion avec la ligne dictée par l'UNESCO, le syndicat national des journalistes du Cameroun en appelle à la bonne compréhension et à la vigilance du corps judiciaire national pour assurer la liberté et la sécurité des ondes des médias. La loi de décembre 90 ou encore loi sur la communication sociale définit les conditions d'organisation des métiers de la communication. Des multiples modifications ont favorisé l'éclosion de l'audiovisuel qui, clopin depuis une vingtaine d'années, élève les murs de la liberté d'expression des médias malgré les nombreuses difficultés qui plombent parfois sa rentabilité.
Oui, au niveau des techniciens aussi, il y a un peu comme cette guerre de leadership, c'est une soi-disant aussi star avec les techniciens qui sont un peu comme recasés dans une case, disons, de gens un peu méprisés, qu'on ne connaît pas forcément. Pourtant, ce sont eux qui font le gros du boulot derrière et qui fabriquent même ces stars, disons-le comme ça, mais ils ne sont pas reconnus comme tels. Il y a quand même d'autres difficultés d'ordre, mettons-le comme ça, financier. On a l'impression, moi particulièrement depuis que je suis dans ce domaine, que on est dans une posture de gens qui demandent, de gens qui quémandent, parce qu'on n'a pas encore compris, je veux dire les annonceurs, les entreprises n'ont pas encore compris à suffisance qu'il faille communiquer par exemple pour sa notoriété, se faire connaître d'abord, se faire aimer, se faire adopter, entre autres. Dans la presse écrite, on parle de perte des valeurs du métier comme première difficulté. Une situation favorisée par la précarité dans laquelle les journalistes exercent leur métier. Si un caméraman n'est pas bon, si un journaliste caméraman n'est pas bon, un photographe journaliste n'est pas bon, un journaliste de la presse écrite n'est pas bon, ça ne sert à rien d'en fabriquer parce qu'ils viendront défendre des causes inutiles et inconsistantes. Donc en réalité, la presse camerounaise, sur le principe de l'éthique et de la déontologie, ce n'est pas ça qui manque aux journalistes camerounais. Mais ce qui manque aux journalistes camerounais, c'est les instruments qui concourent à ce qu'ils fassent un travail décent sur la forme des thématiques qu'on prend même souvent pour la fin du travail. Malgré ces conditions difficiles, les acteurs des métiers de la communication de masse continuent de nourrir l'amour du métier, encore que c'est un métier noble quand on les exerce dans de bonnes conditions. Des articles approximatifs, du matériel inexistant, des journalistes qui tirent le diable par la queue, la presse camerounaise est malade. Si vous avez des mois qui vont à 45 jours, ça va porter préjudice au niveau du moral de chaque journaliste. Lorsque le moral est touché, c'est sûr, la production également va prendre un coup. On a également, en termes d'émissions ou des renvois qui font l'objet des débats, on n'est pas toujours satisfait sur la qualité, sur les procédures. J'ai envie de dire que la presse, qui devrait normalement être le miroir du peuple camerounais, ne l'est plus aujourd'hui. Ici, les responsabilités sont partagées entre les patrons à la recherche d'un gain et les journalistes plus ou moins formés. La déontologie et l'éthique sont battues en brèche. Déjà, les journalistes eux-mêmes, qui, chacun pour une raison qui lui est propre, ne fait pas toujours le travail qu'on attend. Les analyses que nous voyons dans les journaux, à la presse, à la télé, à la radio, ne sont pas toujours ce que le peuple devrait suivre, ce que le peuple attend. Certains journalistes ont des problèmes, excusez-moi, économiques, hein, ça on le voit, on le ressent. D'autres ne sont même pas outillés. L'autre responsabilité, c'est les patrons de presse. On se rend bien compte que pour la plupart, c'est des hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires qui, pour certains même, ne sont pas les hommes des médias. Et du coup, tout ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent. La presse doit donc se réinventer. Rendu à la 25e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, son effectivité dans plusieurs pays reste sujette à de nombreuses questions. Au Cameroun, selon certains praticiens, les mutations dans le secteur de la presse après le souffle démocratique des années 90 sont une évidence malgré leur caractère perfectible. Et je voudrais penser de manière globale que le paysage médiatique camerounais connaît quand même une évolution assez notable au regard des décennies 90. Ça, je voudrais m'en féliciter. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à fournir. En dépit de ces mutations observées, le Cameroun, selon le dernier classement de Reporters sans frontières, reste à la traîne à l'échelle internationale. Classé à la 129e position sur 180, le pays connaît un léger mieux que la 130e position occupée dans le classement précédent, qui laisse cependant planer une série de préoccupations sur la crédibilité des acteurs de l'environnement médiatique. La liberté de la presse est un droit fondamental. Mais quand on dit liberté, il faut très rapidement tourner le dos au libertinage. Mais j'ai le sentiment que la législation elle-même favorise des dérapages.
À partir de la communication sociale, la loi sur la communication sociale de 1990, je déplore déjà une fenêtre ouverte et du coup, le gouvernement a donné donc la possibilité, entre parenthèses, aux voyous de se retrouver dans le paysage médiatique pour tirer à boulet ouvert. Entre autres points de discorde sur la question, figure en bonne place la légitimité et le rôle de certains organes de régulation mis en place par le gouvernement. Fondamentalement, le Conseil national de la communication est un organe consultatif. Je suis souvent surpris que le Conseil national de la communication devienne un organe répressif. On ne peut pas être juge et parti. Quoi qu'il en soit, la liberté de la presse au Cameroun continue d'animer de nombreuses controverses entre praticiens et pouvoirs publics. Au regard des positions défendues de part et d'autre, le consensus sur la question ne sera certainement pas trouvé au soir de ce 3 mai 2018. Oui au dialogue social, au travail décent, au progrès économique du Cameroun. C'est la dorsale d'une semaine d'activité organisée par la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. Et ce 1er mai, c'est naturellement le message que veut mettre en avant ce personnel déployé massivement pour la marche des travailleurs de cette 132e fête internationale du travail devant les autorités de la République au boulevard du 20 mai. Le même personnel qui assiste plus tard à l'installation officielle de ces délégués par le sous-préfet de l'arrondissement. Un des moments les plus importants de la cérémonie récréative organisée à l'honneur de ces travailleurs acharnés par l'exécutif communal, le fait même du dialogue social. Ce dialogue se matérialise jusqu'ici par des échanges directs et permanents entre l'exécutif et l'ensemble des travailleurs. Sur un autre plan, qui est perfectible à travers les échanges indirects entre l'exécutif et les délégués du personnel ou encore avec d'autres partenaires sociaux tels que les syndicats. À Yaoundé 4, le secret de la performance, c'est la ressource humaine. Et cela fait honneur au maire. Le personnel de la mairie, dans son accompagnement, a permis avec l'équipe d'atteindre certains objectifs qui sont entre autres l'amélioration de la qualité de service en eau usagée, l'élargissement de la tête fiscale, la rigueur et le professionnalisme dans le recrutement de certains directeurs et cadres communaux. De quoi être fier, surtout lorsqu'elle remise aux nouvelles couches avec la réception d'un trophée, celui du tournoi de football intercommunal de Yaoundé. Le titre de vainqueur a été emporté la veille face à l'équipe de la commune de Yaoundé 6 par 3-1. Un peu plus de 7h30 ce 1er mai au boulevard du 20 mai de Yaoundé, heure du rassemblement du personnel du Parc national de matériel de génie civil, Madjemi en abrégé. Tous ont répondu présents pour prendre part à la parade organisée dans le cadre de la 132e fête du travail. Et quand arrive leur tour, le ministre du Travail, Grégoire Ouna, qui préside la cérémonie, les autres autorités et hôtes de marque n'ont pu s'empêcher de les encourager à travers des applaudissements. Le défilé terminé, place aux réjouissances. Ça se passe au siège de cette association à capital public, située au lieu dit Mélène à Yaoundé. Moment de retrouvailles, moment de communion entre la hiérarchie et le personnel. Les prestations artistiques ont d'ailleurs permis de découvrir des talents cachés. Le couronnement de plusieurs activités. Cette journée marque la fin d'une semaine qui a été pleine d'activités. Il y a eu la causerie éducative, il y a eu un atelier pour l'apprentissage d'un métier générateur d'emploi, il y a eu la marche sportive, il y a eu beaucoup de choses au Madjemi. Au Madjemi, cette célébration est placée sous le signe du dialogue social pour un meilleur rendement. Elle s'est passée sous le signe effectif du dialogue social. Cela est d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour
Des perspectives pour l'année prochaine. Les perspectives pour l'année prochaine, c'est pour un meilleur dialogue social, pour une meilleure décence dans le travail, meilleure professionnalisation, meilleure performance à mon point de vue au Matcheni. Ce moment de convivialité est en outre une occasion pour le personnel de faire des doléances et remercier la direction générale qui ne cesse de fournir des efforts pour l'amélioration des conditions de travail. Dans sa réponse, monsieur le directeur général a bien voulu accorder une oreille attentive à nos revendications et a promis de satisfaire toutes les doléances qui ont été posées par le personnel du Matcheni. Au Matcheni, la fête du travail était belle. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Le chantier de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Bafoussam prend progressivement de l'ampleur. Taux d'exécution des travaux 35%. André Mamafouda, ministre de la Santé publique, a effectué une descente sur le site le mercredi 2 mai en compagnie du gouverneur de la région de l'Ouest. L'entreprise n'arrive pas à augmenter les effectifs. Je lui recommande encore qu'il est nécessaire d'augmenter les effectifs. Certes, on arrive à un stade où il faut que ce soit des ouvriers un peu plus professionnels puisqu'il s'agit de monter les murs et les gaufrages, mais il faudrait qu'ils augmentent les effectifs. J'ai encore bon espoir que le gros œuvre qui aujourd'hui vers 35-38% puisse être totalement achevé pour la fin de l'année, tel que nous attaquons maintenant la phase du second œuvre et la pose des équipements. Donc nous continuons à veiller sur l'ensemble des 8 centres hospitaliers. C'est un programme du président Paul Biya et nous disons que Bafoussam va avoir son centre gynéco-obstétrique pédiatrique. Situé à 11 km sur l'axe Bafoussam-Fumbo, à Kwekon dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, cette descente a permis de toucher du doigt les réalités du terrain. D'un côté, la délimitation du terrain affecté, ainsi que les mesures d'acheminement de l'énergie électrique et de l'eau potable. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Bafoussam sera doté d'une capacité de 120 lits et constitué en termes d'unités cliniques de la médecine générale, de la chirurgie, des services de réanimation et des soins intensifs, l'ophtalmologie, la cardiologie, l'obstétrique, néonatologie, bloc opératoire, d'un plateau technique amélioré et d'une plateforme moderne pour la réduction de la mortalité de la mère à l'enfant. Le délai de livraison de l'hôpital de référence de Bamenda ne sera pas respecté. Les 18 mois de travaux prévus initialement s'avèrent très courts au regard du manque de main-d'œuvre observé ici. Seuls 100 des 200 manœuvres attendues sont régulièrement présents sur le site. Et les travaux ne sont qu'à 30% du taux de réalisation, un an après le lancement. 2017, il lance officiellement les travaux sur ce site. C'était assez difficile, c'était très difficile. Le lancement a pris déjà leur temps, mais je crois que la plus grosse difficulté, c'est l'environnement social qui a prévalu ces derniers temps, qui a empêché que l'entreprise puisse avoir un effectif optimal. Pour l'entreprise marocaine en charge de ce projet de 50 milliards de francs CFA, le retard accusé est dû au climat social qui prévaut dans toute la région du Nord-Ouest. C'est ici, avec le commencement de saison de pluie, ok, la première saison de pluie, l'autre année, il y a une année maintenant, ok, ce qui nous fait le retard, ok, et le dérangement. À Bamenda, il y a chaque lundi de grève totale dans la ville, et maintenant on ne peut pas travailler durant la nuit. Il y a le couvre-feu à 8 heures. Tous ces, choses-là, nous font le retard. À l'hôpital régional de Bamenda, André Mamafouda constate la vétusté de certains appareils et parle d'entretien. Son directeur est félicité par le ministre pour la rénovation des bâtiments.
Environ 425 millions d'adultes dans le monde, dont 16 millions en Afrique, souffrent du diabète. En 2017, près de 300 000 décès ont été attribués à cette maladie en Afrique. Ce sont là des chiffres rendus publics par la Fédération internationale du diabète. Une maladie asymptomatique qui tue ses victimes à petit feu. Il n'y a aucun symptôme dans plus de 70% des cas. Donc, si vous commencez à prendre du poids, si vous commencez à avoir des pathologies que vous n'avez pas habituellement, soit un furon ou bien un pied d'athlète, ou vous avez d'autres signes qui ne sont pas vraiment typiques, pensez dans votre bilan, dans votre check-up, à faire le taux de glycémie. Si les tendances actuelles continuent, le nombre d'Africains vivant avec le diabète atteindra 41 millions à l'horizon 2045. Les dirigeants d'Afrique centrale et de l'Ouest en sont conscients. Et pour riposter, ils ont initié une conférence régionale ce 3 mai à Yaoundé. C'est d'amener les gens de tous les pays, qui n'ont pas bénéficié du programme de World Diabetes Foundation, d'autres qui sont bénéficiés du programme, différents programmes, ils ont beaucoup de programmes de World Diabetes Foundation. Faire des échanges ici et faire une construction de ce qu'on doit faire pour présenter au 3e congrès de l'Union contre le diabète des maladies non transmissibles qui sera à New York le 30. Qu'est-ce qu'on a pu avoir, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Une réflexion qui a pour objectif partager les expériences en matière de lutte contre le diabète, évaluer l'état des programmes nationaux de lutte, analyser les interventions actuelles en matière de prévention, de prise en charge aussi. Les hommes de culture réunis à Yaoundé, dans l'optique de sélectionner les dossiers pouvant être éligibles au financement du compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle. Nous avons autour de 700 dossiers à l'instance. Et nous n'avons que 2 jours de travail. Donc un travail vraiment intense nous attend. 2 jours donc pour examiner les dossiers sur le fond et sur la forme. Au niveau de la forme, on veille sur le plagiat. Vous savez, surtout les jeunes aujourd'hui passent le temps à plagier et ça c'est proscrit. On veille à ce que l'État ne finance pas, par exemple, les œuvres pornographiques, par exemple, ça vraiment, cela va de soi. Puis, bon, ou des œuvres dont les messages sont susceptibles de porter atteinte à la perturbation de l'ordre public. Nous donnons les meilleurs points à ceux qui méritent et qui pourront bénéficier de l'aide substantielle du ministère des Arts et de la Culture. Les travaux d'examen de ces dossiers ont officiellement été lancés ce 3 mai par le président de la Commission des Arts et Lettres. La Commission est là pour aider le ministre à prendre des décisions et à donner les moyens qu'il faut à des gens qui ont suffisamment réfléchi, qui ont pu apporter de l'innovation, de la créativité et qui font en sorte que le sous-secteur culture puisse vraiment être celui-là qui pourra apporter un plus à notre économie. Le compte d'affectation pour le soutien de la politique culturelle est dédié aux cinéastes, plasticiens, éditeurs, organisateurs de spectacles et familles des artistes décédés entre autres. Ça fait longtemps que j'ai pas pris soin de toi et aujourd'hui j'ai m'occuper de toi. C'est l'invité spécial de la Journée mondiale du rire qui se célèbre ce 4 mai à Douala. Autre du rire, venu tout droit de la Côte d'Ivoire avec dans ses bagages tout le nécessaire pour susciter du rire éclatant, étouffé, franc, voire du fou rire, tout simplement. Nous venons, n'est-ce pas, pour davantage gratifier le public camerounais de bonnes pilules médicamenteuses de rire, parce que un cœur joyeux, c'est un très bon médicament. Donc j'invite comme ça tous ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, de se rendre massivement à Douala-Bercy pour ce grand concert, cette grande messe du rire, parce qu'on célèbre le rire et c'est la journée mondiale du rire. L'apôtre du rire prestera à Douala-Bercy aux côtés d'humoristes camerounais de renom. Paracétamol, Criticos, Moustique le charismatique et Massa Jacob, entre autres. La journée mondiale du rire s'est célébrée dans le monde depuis 1998
Du coup, nous avons dit qu'en tant que les faiseurs du riz au Cameroun, pourquoi ne pas aussi valoriser notre métier? Puis demain, c'est le grand jour. Puis il faut que toute la population soit dans la Bercy, parce que là, c'est vraiment l'apothéose, c'est la fin. Après le spectacle du riz de demain, il n'y aura plus au Cameroun. Il n'y aura plus. Parce que c'est 15 humoristes pour 4 heures de spectacle, avec la sécurité renforcée, l'ambulance pour ceux qui vont choquer une crise. 2000 francs l'entrée, pas plus, pas moins. Les organisateurs de la journée mondiale du rire comptent faire de ce coup d'essai un coup de maître. L'événement est co-parrainé par le directeur général de la radio-vision Suite FM et Madame le maire de Baganté. Champion honorifique de la phase allée du championnat camerounais depuis dimanche dernier, le Coton Sport de Garoua est plus que jamais favori au titre final. Le club du Nord Cameroun, absent de la scène continentale cette année, a connu un début de saison timide avec 5 points pris sur 12 possibles lors des 4 premières journées. Ce qui a valu le limogeage de Minkreo Birwe au profit du staff chapeauté par l'ancien lion indomptable Bertin Iboué. Je pense qu'au niveau de son effectif, il y a un réel métissage. Il y a le marché international qui a fait du bien à Coton Sport avec l'arrivée du Zimbouri, le coup d'Akada, les anciens de la maison, l'arrivée de l'international tchadien Mouandil Madi. Et je pense que avec la jeune garde aussi, tels que Sakava, Asana, Ngakole, Bouakari 2. Depuis cette fameuse défaite à domicile face à AS Fortuna 0 but contre 1, les cotonniers n'ont plus connu de revers. 13 matchs de suite sans défaite en 17 journées. Le Coton Sport de Garoua compte 34 points, 9 victoires, 7 matchs nuls et une seule défaite. Les cotonniers ont marqué 27 fois cette saison, en partie grâce à son duo d'attaque étranger, Marius Mouandil Maldi, 12 buts meilleur buteur, et Daouda Kamilou, 9 réalisations. Je pense que le plus difficile sera d'abord de conserver 80% de ses effectifs pour finir la saison, ce qui sera compliqué au vu des performances de ces joueurs. Et la deuxième chose sera de ne pas de sauvegarder le climat actuel dans la maison. Je pense que Bertin Iboué, du haut de son expérience, a la capacité et le background pour pouvoir le faire. Et je pense qu'à partir de là, Coton Sport pourra tranquillement courir vers le cercle, surtout que sur le plan statistique, depuis 2 saisons déjà, le champion de la phase allée finit toujours pas être champion du Cameroun. Cette saison, une seule place est qualificative pour la Ligue des Champions. Pour retrouver donc les sommets du football africain, le Coton Sport de Garoua doit maintenir la dragée haute.